Le Texas, cet État du sud des États-Unis, frontalier avec le Mexique, imprégné d'une beauté brute et sauvage, il abrite à la fois un désert aride et des plaines verdoyantes à perte de vue. C'est aussi le pays des cow-boys, ces jeunes hommes à l'allure légendaire, à cheval, chapeau Stetson sur la tête, lasso fermement tenu entre les mains et Santiago pied, ils guident le bétail à travers les vastes étendues au cours de voyages parfois périlleux. Le Texas, c'est également et surtout les ranchs, d'immenses exploitations agricoles spécialisées tenues d'une main de maître par des familles très riches et influentes qui se transmettent l'argent et le pouvoir de génération en génération. Dans ce cadre naturel où règne l'opulence, l'inimaginable se produit en 2009 dans le ranch des Gonzalez. Charlene Gonzalez, terrorisée, est à bout de souffle. Elle appelle le 911. La femme est cachée dans la salle de bain et explique en pleurs à l'agent au bout du fil qu'il y a une fusillade qui vient de se déclencher devant son domicile. D'ailleurs, le répartiteur au bout du fil entend nettement les nombreux coups de feu qui sont tirés. Elle indique que des individus cagoulés et lourdement armés tentent de pénétrer dans la maison. Mario Gonzalez, son mari, fait tout son possible pour repousser les assaillants et elle ignore où se trouve son bébé. L'attaque est d'une violence extrême et les balles pleuvent des deux côtés. Quand la police arrive, le calme est revenu, mais c'est un véritable bain de sang qui les attend. Mario est mort, il gît sur le sol dans une mare de sang. Qu'a-t-il bien pu arriver à Mario Gonzalez? Qui l'a tué? Qui peut bien vouloir du mal à cette famille d'apparence sans histoire et appréciée de tous? Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener cette enquête pleine de rebondissements. C'est le samedi 22 août 2009 à Belleville, dans la campagne du Texas, une ville calme du comté d'Austin située à 1 heure de route de la capitale texane, Houston. Dans le ranch des Gonzalez, c'est un week-end tranquille qui se profile. La petite famille habite à Houston et passe régulièrement les week-ends dans le ranch familial qui est leur résidence secondaire. C'est l'été, il fait beau et chaud, le mercure affiche environ 38 degrés Celsius ce jour-là. Mario, le père, Charlène la mère, Raphaël, leur fils âgé d'1 an et demi, et l'homme à tout faire, Noël, 21 ans, prennent donc la route qui les mène de Houston à Belleville. Ils arrivent au ranch à 11h45. Mario déverrouille la porte d'entrée de la maison. Pendant ce temps, Charlène décharge les valises du coffre de la voiture. Noël s'occupe de l'enfant du couple, il le descend du siège auto et l'emmène jouer un peu plus loin, le temps que les parents finissent de ranger leurs affaires. Quand Charlène ferme le coffre du véhicule et s'apprête à transporter les bagages dans la maison, elle aperçoit une silhouette qui s'approche. Ça lui glace le sang. Un homme imposant, masqué et tout de noir vêtu se dirige vers elle, arme à la main. Elle prend peur et sous la panique, elle laisse échapper un cri de terreur, puis court s'abriter dans la maison. Le mari entend les hurlements de sa femme, jette un coup d'œil à l'extérieur et c'est désormais 3 individus qui s'apprêtent à tirer en direction de la maison. Ni une ni deux, il attrape son pistolet 357 et affronte courageusement les assaillants afin de protéger sa famille. C'est une fusillade qui éclate alors, des coups de feu sont tirés des deux côtés. Aux alentours de 12h15, Charlène est pétrifiée. Recluse dans la salle de bain, elle entend au loin des personnes parler en espagnol et puis des pas lourds s'approcher de la porte. Quelqu'un essaie de forcer la porte pour rentrer dans la salle de bain. Elle tente de toutes ses forces de la maintenir fermée, mais l'individu est beaucoup plus fort qu'elle et la porte cède. Ce n'est pas une, mais 2 silhouettes noires qui lui font alors face. L'un des 2 intrus s'approche d'elle et pointe son arme dans sa direction. Persuadée qu'elle va mourir, Charlene prie et ferme les yeux. L'homme tire et prend aussitôt la fuite avec ses camarades. Mais Charlene est encore en vie. Par on ne sait quel miracle, l'homme a raté son tir. Elle, qui pensait vivre ses derniers instants, doit se ressaisir. Elle appelle alors le 911 et explique à l'opérateur le drame qui est en train de se produire en ce moment même.
Le premier policier arrive sur place 17 minutes après le coup de fil au secours et c'est l'agent Chris Rosales. 17 minutes, c'est quand même long et nul doute que cela a paru être une éternité pour les González. En fait, ça lui prend un peu de temps pour arriver sur les lieux de la fusillade parce qu'il fait un bref détour pour récupérer son fusil et son gilet pare-balles. Quand il approche du ranch, il se retrouve lui aussi confronté aux agresseurs en fuite. Voilà ce qu'il raconte. Derrière ma voiture, je vois un véhicule s'approcher rapidement, un camion blanc. Un véhicule qui roule comme ça. Je crains qu'il ait été impliqué dans la fusillade. Et alors que le camion blanc s'approche de moi, je dis au conducteur « Arrêtez le véhicule, arrêtez le véhicule !» Et il me regarde. Il a un mépris total pour moi quand je pointe mon fusil. Mais il s'est arrêté. À ce moment-là, je vois un autre véhicule rouge. Alors je me positionne derrière ma voiture pour me couvrir et c'est à ce moment-là que j'entends un coup de feu. La balle est passée juste à côté de ma tête. Je vois le passager du camion blanc tenant un pistolet chromé et il s'éloigne très vite. L'agent Rosales échappe de peu à une balle qui aurait pu lui être fatale. Les assaillants prennent la fuite et lui décide de poursuivre en direction du ranch pour venir en aide aux González. À son arrivée, à 12h30, 4 de ses collègues viennent aussi d'arriver en même temps que lui. Les policiers trouvent en dehors de la maison un jeune enfant qui pleure sans s'arrêter tellement il est affolé. Près de lui, sur le porche de la maison, un jeune homme hispanique. Il s'agit de Noel Galvan Serna, l'homme à tout faire. Immédiatement, les policiers lui intiment l'ordre de se lever et de mettre les mains en l'air. Mais l'homme leur explique qu'il ne peut pas bouger. En effet, il est une victime, il a été blessé par balle durant la fusillade, il a reçu une balle qui lui a traversé le bras avant de se loger dans sa poitrine, ce qui est donc une blessure assez grave. Un agent le prend en charge tandis que les autres entrent dans la maison et progressent petit à petit, pièce par pièce, jusqu'à tomber sur le corps d'un autre homme hispanique, le docteur Jorge Mario González, le propriétaire des lieux. L'un des officiers tâte son poignet à la recherche d'un pouls, mais rien, il semble que l'homme est décédé. Apparemment, il aurait reçu une balle. Arrivés devant la salle de bain, ils sont confrontés à une Charline barricadée dans la pièce, cachée dans un placard et qui refuse catégoriquement de leur ouvrir la porte tellement elle est terrorisée. Les agents de police s'identifient, tentent de la calmer, elle finit par consentir à sortir et est rapidement prise en charge. La femme ne présente pas de blessures physiques, cependant elle a subi un véritable traumatisme psychologique. Elle court retrouver son fils Raphaël, mère et fils réunis se consolent mutuellement dans les bras l'un de l'autre. Le personnel médical ne tarde pas à arriver. L'ambulance prend rapidement en charge Noël qui est vraiment dans un état critique. Il est même héliporté jusqu'à l'hôpital d'Austin situé à 260 km. Les secours confirment malheureusement le décès de Mario. Des policiers annoncent la terrible nouvelle à sa femme Charline. C'est un immense choc pour la jeune mère. Elle s'écroule au sol comme si ses jambes n'arrivent plus à la soutenir. Elle crie, elle pleure. Les autorités font face à une vraie scène déchirante. Pendant que les victimes vivantes sont médicalement prises en charge, l'enquête commence pour déterminer les circonstances du drame. Les officiers mettent de nombreux moyens en place pour retrouver les responsables de la fusillade et les meurtriers de Mario. C'est carrément une véritable chasse à l'homme qui commence car les individus sont jugés extrêmement dangereux. Il faut les stopper au plus vite. Se pose aussi la question du mobile du crime. Les malfaiteurs visaient-ils spécifiquement le docteur González ou est-ce un cambriolage qui a mal tourné et dans ce cas, risque-t-il de récidiver ailleurs? La population serait-elle en danger? Avant de vous dévoiler les détails de l'enquête, je vais d'abord vous parler de la famille González, cette famille riche et très appréciée de la communauté de Belleville. Je vais aussi vous présenter plus en détail les différents protagonistes de cette affaire. Pour commencer, concernant les González, alors je n'ai pas trouvé beaucoup de photographies pour illustrer mes propos pour cette vidéo. Je suppose que les González sont des gens assez discrets. Par ailleurs, il faut savoir que cette affaire est très peu connue. Je n'ai trouvé absolument aucune vidéo sur YouTube qui parle de cette affaire. Donc je crois que la vidéo d'aujourd'hui traite une affaire inédite, ce qui est très compliqué sur YouTube, mais comme quoi, parfois, c'est possible. Alors, sachez aussi que le visage de Charline, je l'ai flouté. J'ai cru comprendre au cours de mes recherches qu'elle tient particulièrement à garder sa vie privée. Alors, respectons ce choix.
Charlene, Chuck, 29 ans et Mario González Zamora, 56 ans, se marient au ranch de Belleville le 15 novembre 2008. La même année, le couple accueille le premier enfant, le petit Raphaël. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur leur vie privée. Il semblerait par contre, d'après ce que j'ai pu comprendre, que Mario a aussi un enfant plus âgé du nom de Juan Mauricio González, issu d'une précédente union, mais qui ne vit pas avec lui. Quoi qu'il en soit, en 2009, les González sont une famille bien établie dans la région. Mario est médecin, chef du service des soins intensifs à l'hôpital méthodiste de Houston, considéré comme l'un des meilleurs hôpitaux des États-Unis. Il est un homme apprécié tant par son entourage personnel que professionnel et ses patients l'adorent. Charlene, quant à elle, est une mère épanouie. Elle élève son fils d'1 an et demi et est enceinte en 2009 de son deuxième enfant. Le plus drôle, c'est que la naissance est prévue le 17 février 2010, soit le jour de l'anniversaire de son mari. Quoi de mieux comme cadeau d'anniversaire? Charlene et Mario engagent Esperanza, une nounou pour leur enfant. Le couple l'apprécie énormément et est satisfait de son travail. La mère de famille dit même au sujet de la nounou: quand j'ai rencontré Esperanza pour la première fois, elle semblait très gentille et douce et un peu timide. Raphaël l'aimait et elle faisait un excellent travail. Tous les jours, Mario et Charlene voient Noel Galvan Serna, le fils d'Esperanza, qui la dépose et la récupère de chez eux. Ce fils, attentionné envers sa mère, leur fait une très bonne impression. Alors, lorsqu'ils apprennent que Noël est en recherche d'emploi, ils décident sans hésiter de l'embaucher comme homme à tout faire dans le ranch en 2008. Le jeune homme vient environ 2 fois par mois pour effectuer quelques travaux dans le ranch et il est plutôt bien payé, puisque chaque fin de journée de travail, il reçoit une très généreuse enveloppe contenant entre 600 et 800 $ en espèces, ce qui est pas mal pour une seule journée de travail. Charlene dit à son sujet: Noël était un enfant assez incroyable et nous l'avons traité comme une famille. Effectivement, Noël, c'est un jeune homme posé et efficace dans son travail. Il vit encore avec sa mère, Esperanza, ses 2 sœurs et ses 2 frères, Cristobal l'aîné et Moïse le cadet. En faisant un rapide tour des lieux du drame, les enquêteurs trouvent de nombreuses preuves qui leur permettent de reconstituer la chronologie des événements durant l'attaque du ranch. La fusillade éclate entre les assaillants et le docteur González quand ce dernier est au niveau de la cuisine. L'assaut lui aurait été fatal lorsque le docteur González se serait retourné à un moment pour se replier dans la maison. Le pauvre homme aurait alors reçu une balle dans le dos et se serait instantanément écroulé au sol. Après l'avoir neutralisé, son tueur se serait approché de lui pour lui tirer plusieurs autres fois dans le dos afin de s'assurer de l'achever une bonne fois pour toutes. Vous l'aurez compris, le docteur Mario González n'avait aucune chance de s'en sortir puisque son meurtrier semblait être déterminé à l'éliminer. Après avoir eu les soins appropriés suite à ses nombreuses blessures, Noël est interrogé. Sa version des faits correspond parfaitement à celle de Charlene. À l'arrivée de la famille au ranch, il avait pour mission de s'occuper du petit Raphaël. Il l'a emmené à côté de la maison pour jouer avec lui, quand soudain il a reçu un coup de feu, puis l'un des assaillants aurait tenté de l'attacher avec du ruban adhésif. Dans la maison, il a entendu plusieurs coups de feu et a ensuite vu les tueurs prendre la fuite. En attendant l'arrivée des secours et malgré ses blessures, il a fait de son mieux pour consoler et rassurer le petit Raphaël qui était, on peut le comprendre, totalement tétanisé. Dans le ranch, les policiers trouvent des traces de pas bien nettes sur le sol qui les mènent à une zone un peu plus loin du ranch où ils trouvent des éléments de preuve assez intéressants. Un sweat à capuche noire, des paires de gants, des masques de ski et un rouleau de ruban adhésif. On dirait bien qu'ils viennent de trouver le lieu où les malfaiteurs se sont débarrassés d'une partie de leur équipement. Malheureusement, cette découverte ne leur sera pas d'une grande utilité puisqu'aucune empreinte digitale ni trace d'ADN ne seront retrouvées par la police scientifique. Heureusement, les enquêteurs découvrent aussi d'autres types de traces, celles des pneus de 2 voitures qui se dirigent tout droit vers la route où il y a eu la fameuse altercation avec l'agent de police Rosales. Et en parlant du policier Rosales, au moment de son intervention, il
portait sur lui une caméra embarquée qui a tout filmé de l'attaque dont il a été victime. Les images enregistrées sont alors exploitées et analysées. Les assaillants ne sont malheureusement pas identifiés puisque leurs visages sont totalement dissimulés et manque de chance, les plaques d'immatriculation n'apparaissent sur aucune des images. Cependant, grâce aux enregistrements, les enquêteurs arrivent à identifier les modèles de voitures à rechercher. Une camionnette Ford F-150 blanche et une voiture Honda rouge aux vitres teintées. Des Ford blanches et des Honda rouges. Ok, mais le hic, c'est qu'il y en a plein qui sont en circulation au Texas. Alors, sans plus d'informations, retrouver précisément ces deux véhicules sera un travail titanesque pour la police. Bien heureusement, ils peuvent compter sur un coup de chance et sur la perspicacité d'un Texas Ranger qui, après avoir reçu un appel concernant la fusillade, entreprend de se rendre sur les lieux à peu près 1 heure plus tard. Sur son chemin, il croise par hasard une camionnette blanche qu'il arrête pour un contrôle. Je suppose qu'il a peut-être reçu le signalement des véhicules recherchés, c'est pour ça qu'il a arrêté la camionnette. En tout cas, le contrôle routier se passe bien, le conducteur et son passager sont très courtois, même très sympas, ils coopèrent lors du contrôle et semblent totalement réglo, alors le Texas Ranger les laisse repartir. Cependant, il ne sait pas vraiment pourquoi, mais s'il décide quand même de noter la plaque d'immatriculation de la camionnette, il se dit que ça peut toujours servir. Et bingo, il se trouve qu'il a bien fait de suivre son instinct. Le véhicule est au nom d'un certain Sergio Bustillo, qui vit, roulement de tambour, à la même adresse que Noël, sa mère et ses frères. Oui, Noël, l'homme à tout faire. Cette histoire commence à devenir bizarre. Mais alors, qui est ce fameux Sergio ? Les agents se rendent à l'adresse du propriétaire de la Ford blanche et comprennent que Sergio est en fait le conjoint d'Esperanza, ce qui explique donc pourquoi il vit à la même adresse que Noël et ses frères et sœurs. Sergio confirme bien aux enquêteurs posséder une Ford F-150 blanche. Mais ce qu'il révèle ensuite va fortement intéresser les enquêteurs. Il dit que ce fameux samedi 22 août, le matin, il a prêté sa camionnette aux deux frères de Noël, Cristobal, 23 ans, et Moïse, 18 ans. Ces derniers lui ont rendu la Ford le soir même, et puis, ils ne sont plus réapparus. Personne ne les a revus, ils se sont comme volatilisés. Les enquêteurs demandent à Esperanza et Sergio si les garçons auraient pu être impliqués dans l'attaque contre les González et le meurtre du docteur. Tous deux concèdent que oui, peut-être, Cristobal et Moïse sont tout à fait capables de faire ce genre de choses parce qu'ils sont connus pour être du genre mauvais garçon. En revanche, ils n'envisagent pas une seule seconde que Noël soit impliqué. Non, pas Noël. Il est un homme respectable, posé, irréprochable et de toute façon, il a été aussi une victime de la violente attaque. Esperanza et Sergio sont très coopérants avec la police, ils fournissent le numéro de téléphone portable de Cristobal pour le géolocaliser. Le 27 août, soit 5 jours après le crime, Cristobal et Moïse sont arrêtés à Houston par le groupe d'intervention du SWAT. Le lendemain, les enquêteurs interrogent leurs principaux suspects qui ne nient pas les faits et qui sont même finalement assez bavards. Voilà ce qu'ils expliquent. Ils avaient un plan qui consistait à prendre en otage Charline et Raphaël pour forcer Mario à leur donner une rançon de 65 000 $. Le plan ne vient pas d'eux. Ils disent avoir un complice qui serait à l'origine de cette idée d'enlèvement. Ils accusent ce prétendu complice aussi d'être à l'origine des tirs qui ont tué Mario. Ils ne connaissent pas son nom, mais il est surnommé El Pollo, qui signifie le poulet en espagnol. Ne me demandez pas d'où vient l'idée de ce surnom, je n'en sais rien. Les deux frères admettent volontiers avoir participé à l'attaque, mais nient formellement avoir eu l'intention de tuer qui que ce soit. D'ailleurs, pourquoi auraient-ils tiré sur leur propre frère Noël qui a failli mourir ? Ils disent que ça n'a pas de sens. Les enquêteurs font, comme à leur habitude, répéter aux suspects plusieurs fois leur version des faits pour être sûrs qu'ils ne passent à côté d'aucun détail, que la version ne change pas et que tout reste bien cohérent. Et c'est là qu'à un moment, Cristobal fait une déclaration avec un genre de lapsus. Il dit « Misaël devait aller avec l'homme dans la voiture pour retirer l'argent de la banque ». À ce moment-là, le policier, en entendant le nom de ce nouveau protagoniste dont on n'a encore jamais entendu parler, a une expression d'étonnement. Cristobal se rend compte de son erreur, se reprend tout de suite et rectifie. Pas Misaël, El Pollo. Mais c'est trop tard, un nouveau prénom inconnu jusqu'alors des enquêteurs a été prononcé,
Serait-ce le nom d'un autre complice? Les enquêteurs remontent facilement à Misael Santoyo, 18 ans, qui n'est autre que le cousin des frères Galvan Serna, et qui s'avère posséder, comme par hasard, une Honda rouge, de quoi les conforter sur le fait qu'ils soient sur la bonne piste. Ils interpellent ce complice présumé le 1er septembre, et lui aussi a de sacrées révélations à faire. Ce qui est bien, c'est que dans cette affaire, tous les suspects sont très bavards et donnent beaucoup d'informations, donc ça avance assez vite finalement. Tout d'abord, il affirme que El Pollo n'existe pas, c'est une pure invention de Cristobal et Moïse. Il révèle aussi, et attention, gros rebondissement, que la tête pensante, le cerveau derrière cet horrible drame n'est autre que Noël. L'idée et le plan viendraient de ce jeune homme, en apparence bien sous tout rapport. Misael explique que le vendredi 21 août, la veille du meurtre, il a rejoint les 3 frères Galvan Serna pour échanger à propos du plan de la prise d'otage. Le lendemain, le jour prévu de l'attaque à 6h du matin, Noël, Cristobal, Moïse et Misael se rendent au ranch pour faire du repérage à bord de la Honda et de la Ford. Noël leur aurait alors montré en détail les plans de la maison et comment ils devraient organiser l'attaque. Et ils en profitent aussi pour changer l'orientation des caméras de vidéosurveillance. Ensuite, les hommes se seraient rendus à une station-service Shell à Houston, puis au McDonald's le plus proche pour manger un bout. Leur présence sera par la suite confirmée par des images de vidéosurveillance. Et oui, apparemment, planifier un plan machiavélique, ça donne faim. Et à défaut d'avoir une tête bien pleine pour réaliser l'ampleur de la bêtise qu'ils s'apprêtent à faire, ils repartent tout de même l'estomac bien rempli pour conduire en direction de Houston afin de déposer Noël chez les Gonzalez avant de revenir de nouveau se planquer dans le ranch à Belleville. Noël monte en voiture avec les Gonzalez, se comporte avec eux comme si de rien n'était. La famille prend la route en direction du ranch et à leur arrivée, Noël envoie discrètement un SMS à ses complices afin de les informer qu'il est temps de mettre le plan à exécution. Les 3 hommes lourdement armés commencent l'attaque, mais avec les aléas du direct, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Charline les repère beaucoup trop vite. Et quand elle pousse un cri, cela alerte son mari qui a suffisamment de temps pour se saisir de son arme et se défendre. Les assaillants se retrouvent donc obligés de riposter, de se servir de leurs armes, alors que selon eux, à la base, cet équipement ne devait servir qu'à faire peur à la famille. Les armes ne devaient pas être utilisées. L'un d'eux aurait tiré par accident sur Mario et les 3 hommes auraient ensuite pris la fuite lorsqu'ils ont entendu Charline appeler le 911. Au cours de la fusillade, Noël aurait été blessé par une balle perdue, ce qui lui aurait donné l'idée de se faire passer pour une victime à part entière pour tenter de s'en sortir et pour brouiller les pistes. Sur la base de ses aveux accablants, Noël est arrêté sur le champ, mais lui, contrairement à ses complices, est bien muet. Il se refuse à tout commentaire et fait valoir son droit à garder le silence. Quoi qu'il en soit, grâce aux divers aveux obtenus, Noël, Cristobal, Moïse et Misael sont officiellement arrêtés et accusés du meurtre de Mario Gonzalez. Les 4 hommes sont maintenus en détention provisoire sans caution. Le Texas est un pays où la peine de mort est toujours appliquée, mais le procureur adjoint du comté d'Austin, Brandy Robinson, en charge de l'affaire, se doit de renoncer à demander la peine capitale pour les accusés. En effet, si les enquêteurs ont amassé suffisamment de preuves pour démontrer sans l'ombre d'un doute la participation des 4 hommes dans l'attaque meurtrière du 22 août 2009, ils ne sont pas en mesure de déterminer de façon irréfutable lequel des 4 hommes est à l'origine des tirs mortels à l'encontre du docteur Mario Gonzalez. Seuls Noël et Cristobal décident de plaider non coupables et vont jusqu'au procès devant un jury. Le procureur Robinson requiert pour Cristobal et Noël des peines exemplaires. Effectivement, il estime que les 2 hommes méritent les peines les plus lourdes. Noël parce qu'il est le cerveau du plan, la tête pensante, et Cristobal car ce serait lui qui aurait tiré sur l'officier Rosales, vous savez le policier qui a failli se prendre une balle en pleine tête quand même. Noël et Cristobal sont condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Concernant Moïse et Misael, qui ont plaidé coupables, les peines sont un peu moins lourdes. Moïse reçoit une peine de 50 ans de prison, il pourra demander la libération conditionnelle à partir de 2034,
Et Misaël prend une peine de 38 ans d'emprisonnement avec une possibilité de libération conditionnelle en 2028, donc d'ici 4 ans. Et sachez qu'en 2014, Noël tente de faire appel de sa condamnation, prétextant qu'il n'y a aucune preuve directe de sa complicité. Mais sa demande est rejetée, il a quand même un sacré culot celui-là. C'est ainsi que se termine la terrible histoire de l'attaque du ranch des González qui a coûté la vie à Mario, le père de famille. Les González ont voulu être bienveillants envers la nounou de leur fils, Esperanza, allant jusqu'à prendre sous leur aile son fils Noël. Ils lui ont offert un emploi stable et bien payé. Ils le considéraient et le traitaient comme un membre de la famille à part entière. Mais l'appât du gain n'a pas tardé à révéler sa véritable nature, allant jusqu'à pousser le jeune homme à comploter et à commettre une trahison ultime envers ses bienfaiteurs. Le docteur González était un homme bien, quelqu'un de humble, autant adoré par son entourage, ses collègues et ses patients, qui s'apprêtait juste à passer un week-end comme un autre, entouré de sa famille. J'ai une grande pensée pour Charline et Raphaël, qui vont devoir vivre le restant de leurs jours hantés par le terrible souvenir de cette violente attaque dont ils ont été victimes. Malgré le traumatisme de l'attaque, la grossesse de Charline s'est bien passée. Elle a donné naissance à un petit Giovanni en février 2010. Ce petit Giovanni ne rencontrera jamais son père, malheureusement. Depuis le drame, Charline a pu se reconstruire et s'est remariée. Elle porte maintenant le nom de Charline González Burleston et travaille en tant que directeur marketing à Houston dans l'entreprise Burleston Construction. On lui souhaite en tout cas d'avoir surmonté son passé tragique et d'être à présent de nouveau heureuse. Si vous avez apprécié écouter la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi si vous aimez ce genre d'affaires plutôt méconnues et inédites sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées d'affaires que je pourrais traiter sur la chaîne. Et je remercie les personnes qui m'ont déjà donné quelques idées. Restez toujours sur vos gardes car les apparences peuvent parfois être trompeuses comme on vient de le voir dans cette affaire. À samedi prochain, 17 h, pour une nouvelle affaire. À bientôt.